Donc aujourd'hui, c'est toujours pareil, c'est l'hégémonie bourgeoise après la Révolution. Et là, c'est bien après la Révolution, puisque je vais cibler une période particulière, c'est les années 1930-1960. Et dans un domaine particulier, c'est l'économie. Et j'ai intitulé ça « La restauration de l'hégémonie bourgeoise en économie, années 1930-1960 ». Et je vais utiliser un document que vous connaissez déjà, puisque je l'ai utilisé en septembre ou en octobre ou en novembre, je ne sais plus. C'est, vous savez, la production de l'idéologie dominante dans le numéro des actes de la recherche en sciences sociales de Bourdieu de 1976. Vous vous souvenez ce numéro où je citais des noms et vous deviez dire si vous les connaissiez, etc. Donc dans le même numéro, il y a un ensemble d'articles qui expliquent comment les dominants de l'époque, avant et après la guerre, autour de la Deuxième Guerre mondiale, ont fini par se persuader qu'ils avaient un problème avec l'économie et que ça ne marchait plus pour eux et qu'il fallait qu'ils regardent ça de près. Et c'est cette histoire-là que nous allons vous raconter. On va y venir dans un instant. Je vais utiliser donc le document, le dossier de Bourdieu. Je vais utiliser aussi un livre qui est extrêmement intéressant, que j'ai déjà utilisé de nombreuses fois, de François Denord, Le néolibéralisme à la française, publié chez Agone en 2016, avait déjà été publié en 2007, déjà chez une autre maison d'édition. Et c'est un petit livre intéressant, pourquoi? Parce que Denord, là, il pratique à partir des archives. Donc il a fouillé les archives publiques, privées, plutôt publiques que privées, mais quelques archives privées, et il suit l'histoire des idées comme ça. C'est extrêmement intéressant. Donc, oui. Puisque tu nous as prévu de parler de 1930 à 60, la question qui me vient, c'est dans quel état se trouvait la bourgeoisie à la sortie de la Première Guerre mondiale? Alors, ça c'est une question bien précise. Très franchement, je ne suis pas comme ça en capacité à la volée de te répondre, mais... En gros, quoi. Oui. En gros, les guerres, elles ont toujours été un mauvais passage pour les gens qui sont détenteurs de capital, parce que ça bouleverse les hiérarchies de fortune, de patrimoine, etc. On en sort renforcé si on est engagé dans l'industrie de l'armement. Mais sinon, eh bien, on boit le bouillon. Je vais me projeter un tout petit peu après. Après la guerre d'Algérie, ou plus exactement, pendant toute la période d'occupation de l'Algérie par la France, toute cette période, qui est content? C'est la petite bourgeoisie artisanale, commerciale, artisanale, petite bourgeoisie, qui s'est aménagé des marchés juteux en Algérie. Pas que, hein. Je prends l'Algérie parce que c'est proche, ça s'est étalé sur des dizaines et des dizaines d'années. 130 ans. Et donc les choses ont eu le temps de se mettre en place. Donc ça a permis quoi? Ça a permis de perpétuer
l'existence, le développement d'une couche petite bourgeoise en France, des gens qui vendaient des choses improbables en Algérie, qui s'étaient aménagés des marchés très intéressants. Bon. Et puis patatras, les accords d'Évian, la France quitte l'Algérie. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, l'Algérie, eh bien, elle récupère sa souveraineté sur toute une série de secteurs économiques et les Français n'ont plus leur place. Et là, c'est la catastrophe économique. Hein. Donc là, j'ai répondu à côté de ta question. C'est un parallèle quand même. C'est un parallèle, mais c'est un parallèle qui peut valoir. Je réponds comme ça parce que je ne saurais pas dire, après la guerre, je ne saurais pas citer d'exemple concret. Mais par contre, celui-là, je le connais. Et donc, on peut imaginer qu'il y a eu des redistributions des cartes, lesquelles exactement, ça c'est ce que je ne peux pas dire, mais les conflits, les révolutions, etc., chaque fois que le corps social bouge, etc., il y a des gens qui perdent des plumes. Hein. Aujourd'hui, c'est clair, ce qui est générateur d'argent et de pouvoir et de puissance, c'est la haute finance. Alors, le problème, c'est que c'est resserré sur un confetti de personnes. Oui. C'est que pour avoir une idée des inégalités en France, par exemple, bon, là encore, je réponds à côté, mais ça, c'est l'évolution d'aujourd'hui. Si on prend les salaires, enfin les patrimoines, pardon, les patrimoines sur l'ensemble de la population, pour commencer à voir la courbe qui monte, il faut aller chercher les 96e, 97e, 98e %. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que du premier au 96e, 97e %, bien entendu qu'il y a différence, hein, puisque le premier, lui, il est à zéro, il est à presque rien. Certes, mais le 95e, bon, on commence déjà à attraper des centaines de milliers de personnes, là déjà au 95e %. Hein. Et puis c'est des gens qu'on croise dans la rue tous les jours. Hein. Il n'y a aucun souci. Mais, disons, on fait encore partie plus ou moins du même monde. Hein. Mais pour avoir les vraies inégalités, c'est même pas 1%. C'est 1 pour 1000. Donc c'est 1 pour 1000 pour commencer, disons, c'est là où on trouve Bernard Arnault, Muliez, etc. Alors, je reviens à mon sujet. Donc, le problème, c'est que dans les années 30, mais c'est commencé bien avant, mais dans les années 30, la critique du libéralisme, elle a pris une ampleur. La crise de 29, qui s'éternise, qui s'allonge, qui n'en finit plus. Bon. Et il y a des tas de classes sociales qui sont à la peine, qui souffrent, etc. À la fin du 19e, il y a Herbert Spencer, un idéologue, qui a essayé de contrer tout ça, qui a essayé d'expliquer cette crise du libéralisme, la critique dont il est l'objet de toutes parts. Alors lui, qu'est-ce qu'il a trouvé comme explication? Il a dit, le problème du libéralisme, ce n'est pas du tout qu'il y en a trop, c'est qu'il n'y en a pas assez. Alors, ces thèses, elles ont eu un peu de succès pendant un certain temps, mais la force du réel, elle a fini par avoir raison de ce genre d'idées, hein, bien entendu. Dire qu'il n'y a pas assez de libéralisme, là, il y a
des millions de gens qui ne pouvaient pas, évidemment, acquiescer à cela. Donc, la critique du libéralisme, elle bat son plein dans les années 30, et on va... Et puis alors, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est l'URSS. L'URSS, dans les années 30, c'est sa meilleure décennie. La meilleure. Toute la décennie 30, l'économie soviétique fait des bonds de géants. Et l'Occident, ils se disent, mais c'est quoi ce truc? L'URSS est en train de nous rattraper à grande vitesse. Bon, nous, on connaît la fin de l'histoire, on sait, et puis on sait que dans les années 30, il y avait autre chose que les progrès économiques. Il y avait Staline, les purges, les crimes staliniens, etc. Donc ça, ce n'est pas mon sujet, mais c'est une réalité par contre. Donc, mais sur le coup, les Occidentaux, ce qu'ils voient d'abord, c'est les progrès économiques. Et ça leur met les boules. Et donc, ça les motive pour trouver autre chose, une autre organisation. Pardon, je voudrais intervenir sur ça. Parce que là, on parle de l'Algérie, mais il ne faut pas oublier qu'à l'époque, du point de vue de l'empire colonial, il a été régi de façon beaucoup plus, disons, drastique, par les tenants de la richesse dans tous les pays. Oui. Par ceux qui étaient en haut sommet. C'est-à-dire, déjà, ça commence par les banques. Je pense, par exemple, au Maroc, aussi bien au Maroc qui n'était pas, qui était un protectorat, mais qui n'était pas une colonie comme était l'Algérie. Oui. Et ensuite, parce que je pense aussi au Vietnam, parce que pour le Vietnam, ça a été la même chose, avec notamment le caoutchouc, les aciers, le charbon et même d'autres. Donc, je crois aussi qu'il faut voir qu'il y a une concentration de ceux qui possèdent les moyens de transport. Parce que là, on s'aperçoit tout d'un coup, la bourgeoisie s'aperçoit que les moyens de transport, ça peut être jusqu'à 3/4 des profits qu'ils peuvent réaliser. Et je pense qu'en Indochine, ça a été le cas avec des sociétés de navigation qui théoriquement étaient nationalisées, mais qui en fait profitaient à d'un Michelin, des trucs comme ça, pour ce qui est de l'ENA et tout. Et pour l'Algérie, c'était Chafon, c'était un armateur qui avait une flotte commerciale de bateaux qui faisait le trafic entre la France, en grande partie, et l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Et d'ailleurs, après l'indépendance de l'Algérie, il a continué à avoir la haute main, sauf que là, il s'est retrouvé vraiment tout seul, sans plus personne dedans. Bon, on pourrait faire une géographie de la colonisation. Par les transports. Oui, en particulier, oui. Bon, on ne va pas le faire parce que ce n'est pas mon sujet quand même, mais il faut savoir qu'une banque comme la BNP, la Banque nationale de Paris, elle a fait une grande partie de sa fortune à partir du Maroc, de l'économie marocaine, dans le cadre du protectorat que la France s'était vue confier au Maroc. Et la BNP avait des établissements, etc. Indochine, bon, il y avait le caoutchouc, Michelin, etc. Il y a Indochine et Suez, la compagnie de Suez. Là où l'Algérie se distingue, c'est que là, c'est une colonie de peuplement. C'est la seule. C'est le seul pays où la France a implanté des Français, des nationaux, c'est l'Algérie. La Nouvelle-Calédonie. Et puis aussi, il y a la Nouvelle-Calédonie. Mais en Algérie, ça avait pris quand même des proportions autres. Et donc, et là, ça avait un impact social important. Voilà, bon. Donc, dans les années 30, donc, il n'y a pas... il faut... Le programme, c'est vraiment de formuler non seulement une critique, mais une refondation du libéralisme, mais laquelle? Le problème, il est d'une autre nature aussi. C'est que si la critique
était restée circonscrite à l'élite intellectuelle. C'est pas grave, hein, si les intellos veulent se prendre le chou à critiquer le libéralisme, grand bien leur face. Sauf que c'était pas comme ça que ça se passait. C'est que la critique, elle atteignait des larges cercles. Ouais, ça nous gêne un peu. La critique, elle atteignait de larges cercles sociaux et là, les puissants n'étaient plus d'accord. Et par exemple, vous avez un économiste, Gaëtan Piriou, qui s'en plaint en 1934. Denord cite le passage de ce livre de Gaëtan Piriou, La crise du capitalisme. Maintenant, le public participe à la querelle. À chaque degré, toutes les classes de la société sont touchées par la crise. Ce ne sont plus seulement quelques agitateurs, c'est l'ensemble du public qui met en accusation le capitalisme et en prédit ou en espère la prochaine disparition. Voilà. Donc ça ne peut pas durer, ça. Hein? Il faut trouver une solution. Là, nous sommes dans notre sujet, l'hégémonie de la bourgeoisie, elle est en cause, et donc là, qu'est-ce qu'on fait? C'est dans ce contexte, donc, on va dire un contexte propice aux expérimentations, aux innovations intellectuelles, etc., que dans les années 30, des groupes et des réseaux vont naître, vont apparaître, vont émerger, et puis avancer les uns et les autres des propositions. Bourdieu les situe dans deux secteurs très différents de la bourgeoisie. Du côté du pôle économique, de l'administration et de l'industrie, avec les politiciens, les polytechniciens de X-Crise et autres groupes d'études, du côté des milieux intellectuels, avec ceux que l'on a nommés les non-conformistes des années 30. Quand on dit X-Crise, vous savez peut-être que X, c'est pour Polytechnique. Polytechnique, on dit X. Alors, les options politiques de tous ces gens qui apparaissent, elles sont très variées, mais tous sont à la recherche d'une troisième voie. C'est leur grand objectif, leur grand mantra. Vous avez d'un côté la tendance ou la sensibilité capitalisme libéral, éventuellement anarchique d'ailleurs, associée au parlementarisme RADSOC, radical socialiste, inefficace et éventuellement corrompu à l'époque. Et puis de l'autre, vous avez le collectivisme. Nous sommes dans les années 30, c'est-à-dire le communisme ou le socialisme. Et tous ces gens se rencontrent dans des réseaux. À l'époque, on ne dit pas réseau. Là, moi, je dis réseau, c'est un mot d'aujourd'hui. À l'époque, le mot, l'expression reçue, c'est centre de confluence. Centre de confluence. Bien. Donc, ils se rencontrent dans des réseaux, ils se lisent les uns les autres, ils s'inspirent mutuellement, ils inventent des nouvelles synthèses, etc. Et on va voir s'exprimer principalement deux sensibilités qui vont encore rester minoritaires, les choses sont en train de se faire. C'est d'un côté le rationalisme technique et de l'autre l'humanisme personnaliste. Rationalisme technique, plutôt les gens venant de X-Crise, de Polytechnique, etc. Hein, et puis l'humanisme technique, plutôt des gens venant d'autres horizons un peu philosophiques ou autres. La particularité, c'est que, je le disais tout à l'heure avant de commencer, c'est que les gens qui vont fréquenter tous ces petits réseaux, on va les rencontrer dans un réseau, puis dans un autre, etc.
Et beaucoup de ces gens, on va les croiser sur notre chemin depuis les années 30 jusqu'aux années 60. Et ils auront fait un réseau, puis un autre, etc. Ils ont eu des responsabilités administratives ou bien industrielles ou managériales, etc. Et y compris des gens, il faut le savoir, hein, y compris des gens qui vont connaître la Révolution nationale de Pétain. On les retrouvera très facilement après la guerre dans des organismes officiels. Je vais vous présenter 6 réseaux. On pourrait en présenter 2 ou 3 fois plus, mais je vais vous en présenter 6. X-Crise, on a déjà prononcé l'expression, ça c'est 1. 2, le groupe Esprit. Alors, c'est intéressant parce que le Esprit, la revue existe encore. Les nouveaux cahiers. Pardon, c'est l'esprit de la revue? Oui. De l'époque? Oui, absolument. Qui démarre. Ouais. Emmanuel Mounier. C'est ça. Voilà. Ouais. Voilà. Et donc X-Crise, le groupe Esprit, les nouveaux cahiers, l'école des cadres d'Uriage. Alors ça c'est Pétain. L'école des cadres d'Uriage, on va y venir. Les mouvements de la résistance, là je vais être particulièrement synthétique évidemment, et le commissariat au plan. Après la guerre, bien sûr. Et je vais, à un moment donné, je vais insérer 3 petits paragraphes qui vont nous aider à mieux contextualiser les choses, ajouter des informations, disons, d'une autre nature pour mieux comprendre le reste. Je vous dis tout de suite ce dont il va être question. Je vais vous faire un petit truc sur les éditions de Médicis, une maison d'édition qui naît à ce moment-là. Je vais vous la présenter, ce qu'elle publie. Je vais revenir sur le fameux colloque Lippmann sur lequel j'ai fait une conférence l'année dernière, mais là je vais revenir en 3 minutes évidemment. Et puis Keynes, il faut parler de Keynes. Le grand livre de Keynes, son chef-d'œuvre, paraît en 1936, traduction française en 1942, on est en plein dedans. Donc il faut un petit peu parler de Keynes. Alors X-Crise, groupe fondé en 1931 par 3 polytechniciens, et en 1933, il devient le Centre polytechnique d'études économiques, et le bulletin X-Information est créé. X-Information. La publication, elle rendait compte des conférences organisées par le groupe et elle proposait des dossiers divers et variés. Des groupes de réflexion étaient en permanence créés et mis en fonctionnement. C'était très abondant, très actif et sur toutes sortes de sujets. Quoique toujours un tout petit peu plus sur des sujets techniques, scientifiques, ce que je disais tout à l'heure, le rationalisme. En 1939, la revue X-Information avait 750 abonnés individuels, ce qui n'est pas complètement ridicule, et 50 abonnés sociétés, qui n'est pas beaucoup, mais pas ridicule non plus. En tout cas, X-Crise, Nord considère que c'est certainement ce groupe qui a exercé la plus forte influence sur la décennie, et même au-delà, à travers un certain nombre de personnes. L'un des fondateurs du groupe, et aussi l'un des plus influents, Jean Coutreau. Là, dans la trace écrite, vous aurez un lien vers sa fiche Wikipédia. Hein. Tous les noms cités, vous avez une fiche Wikipédia. Donc Jean Coutreau, l'un des fondateurs, il fait la synthèse des positions en présence dans le groupe et de l'esprit du mouvement dans un livre intitulé « Les leçons de juin 1936 ». Il voyait 3 tendances s'exprimer dans le groupe. Une tendance libérale, et là il cite Jacques Rueff. Ça vous dit quelque chose, Jacques Rueff, parce qu'il était encore présent autour du général de Gaulle dans les années 60. Il a publié un rapport économique avec
Armand-Rueff, avec Armand, donc le rapport Armand-Rueff. Une tendance socialiste avec Jules Mock, le Jules Mock qui s'est illustré comme ministre de l'Intérieur de la 4ème République, Marcel Bloch qui a pris ensuite le nom de Dassault, Marcel Dassault, et puis aussi Alfred Sauvy, que nous sommes sûrement plusieurs à avoir connu. Nous avons pu lire les livres de Alfred Sauvy dans les années 70-80. Et puis une tendance dirigiste capitaliste se voulant à distance des deux premières. Toujours hein, le mécanisme de la troisième voie. Et là, des gens moins connus aujourd'hui, un peu oubliés de l'histoire, Auguste Deteuf et Jean Hulmeau, vous verrez leur fiche Wikipédia. Évoluer aussi autour de ces personnalités, quelqu'un dont je vais vous citer le nom, je le cite comme ça en passant, c'est par esprit taquin, quelqu'un qui à l'époque est un jeune conseiller d'État, et avec un futur prometteur, il va être Premier ministre de Gaulle, c'est Michel Debré. Debré. Voilà. Bon, là je n'ai pas mis sa fiche Wikipédia. Bourdieu résume en 1976 les thèses de Jean Coutreau. Celui-ci explique que X crise prône un humanisme économique, c'est-à-dire un ordre économique et social défini comme harmonieux et possible, s'opposant aussi bien au capitalisme qu'au collectivisme, entendant dépasser le pseudo-dilemme entre deux formules rudimentaires, la recherche anarchique du profit et l'organisation étatique de la production. Coutreau avance une solution de synthèse qui rend périmé le marxisme et qui se veut inclassable selon les vieilles étiquettes, à savoir la limitation de la propriété privée des moyens de production. Voilà. Donc, Coutreau, il aborde aussi la question du planisme. On a déjà parlé du planisme un jour, je ne sais plus quand, qui est en vogue à cette époque. C'est Demann, le Belge Demann, qui est l'instigateur de cette idéologie, on va dire. Planisme dans lequel Coutreau voit des ententes économiques entre entreprises sous la surveillance de l'État. Un secteur libre, bien sûr, demeurant. Un secteur libre, non plané, si vous voulez. Comment il faut comprendre le terme limitation de la propriété privée? Alors, limitation de la propriété privée, ça peut... Quelle forme ça peut prendre? Bon, il y a une limitation brutale et sèche et nette, c'est la nationalisation. C'est la limitation de la transmission. Ah oui, C'est pas forcément. oui. De l'usage, Non, de ça peut l'héritage. être de l'usage. La limitation de la transmission des biens. Oui, de l'héritage. Oui, ça, Ah oui. je ne sais pas, je ne sais pas. De l'usage ou de la provenance. Parce que mais- par exemple, pour les mines, ce qui est sous-sol, ça appartient à la nation. Oui, Mais oui. il n'empêche que les entreprises qui ont les mines ne sont pas de la nation. Hein. Oui, oui. Mais Et je puis, pense qu'il faut surtout La voir... propriété forestière, où il est interdit de ramasser le bois pour certaines personnes, alors que les paysans et tous n'ont pas le bois qui peuvent aller ou amener par exemple les vaches ou les porcs à la glandée. Si vous pouvez les faire manger vos bêtes là, si vous l'interdisez en tant que vous faites machine et tout, c'est une augmentation du droit du propriétaire. Bien sûr. Et ça, Karl Marx l'avait étudié d'ailleurs dès le 19e Oui, les vols de bois. Mais Tellement ça avait son apogée. je pense que c'est peut-être plutôt du côté de la limitation des décisions de stratégie productive, de stratégie économique qu'il faut regarder, dans la mesure où... Parce qu'à cette époque-là, on est encore, attention, dans le libéralisme. Il y a bien sûr il y a le thème du planisme Oui. que j'ai évoqué, Demann,
mais c'est encore quelque chose qui est en train de s'implanter. L'idée n'est pas encore pleinement reçue, disons, et nous, en France, par exemple, ce n'est qu'après la guerre que les nationalisations vont prendre un peu d'ampleur quand même, hein, beaucoup d'ampleur. Je dirais que dans les années 30, c'est surtout le fait que l'État demande à certaines branches économiques de s'inscrire dans certains objectifs pour permettre à la nation de trouver sa place dans le concert économique mondial, etc. Ou bien pour permettre de régler des questions difficiles d'approvisionnement de l'ensemble du pays sur des biens industriels, etc. Et donc on demande à des branches, je vais dire, on leur demande gentiment, on va dire. Est-ce que ça va avoir des résultats? Voilà, on leur demande de s'inscrire dans un certain nombre d'organisations de la production permettant d'atteindre tel ou tel... Par exemple, l'électricité posait problème avant que l'EDF existe. Il y avait, je ne sais plus, j'ai oublié, il devait y avoir peut-être 50 ou 100 opérateurs. Plus. Peut-être même plus. Je ne sais pas combien. Donc, ça posait d'énormes problèmes. Et l'État, eh bien, il essayait de gérer cette anarchie qui était toujours renaissante. Et c'est à ce moment-là que l'idée a commencé à fleurir, à germer, qu'on pouvait peut-être tordre le bras à des industriels quand même, pour le bien public. Voilà. Dans les années 30, ça ne va pas beaucoup plus loin. Ça ne va pas beaucoup plus loin. Le planisme ne va pas avoir un grand succès, le planisme de demain, mais la bourgeoisie commerçante, industrielle et financière résiste de toutes ses forces à ce genre d'idée. Hein. C'est très clair, hein, c'est très clair. Donc, il reste donc... il y a cette idée de planisme qui flotte dans l'air, et avec un secteur libre qui demeure, non plané, comme on disait à l'époque, qui donc continuait à exister. Bourdieu fait remarquer que pour Coutreau, le plan est sans doute l'un des instruments les mieux adaptés à l'instauration d'une collaboration pratique entre les classes, propre à maintenir la paix sociale. Voilà, la paix sociale, c'est-à-dire toujours conjurer la révolution, c'est la grande préoccupation, bien sûr. Conjurer, faire l'économie de la révolution. Ils y pensent tous, ils la redoutent tous. Bon, sauf que ils se disent, nos amis bourgeois, que la collaboration entre les classes, c'est bien de la souhaiter, mais ça ne suffit pas. Ça ne se décrète pas non plus. Encore faut-il que les patrons soient compétents, qu'ils puissent l'assumer, cette collaboration entre les classes. Et c'est là que Coutreau propose un ordre des chefs d'entreprise. D'une manière générale, dit Bourdieu, Coutreau rêve d'un ordre fondé sur le pouvoir de la compétence, propre à opérer l'organisation rationnelle du travail industriel et avec elle l'organisation rationnelle de la société, c'est-à-dire l'organisation rationnelle et humaine de l'inégalité, mais d'une inégalité fondée en nature, reposant sur la valeur humaine, la compétence, le don, et non sur la transmission des privilèges. Voilà, donc le thème de la compétence, nous l'avons déjà rencontré, ce thème, d'une manière très charpentée, lorsque nous avons étudié le débat entre Lippmann et Dewey l'année dernière, et on a vu que les deux idéologues en question accordaient, surtout Lippmann, une importance très grande à cette affaire de la compétence, mais dans une optique
surtout pour Lippmann. Si vous ne les avez pas vues, elles sont sur le site des Amis de la Liberté, dans une optique bien particulière, c'est-à-dire c'est une compétence qui, comment dire, réduit, maintient en lisière la démocratie et le peuple, hein, et les gueux, comme j'aime bien dire. C'est-à-dire c'est une compétence qui s'impose et qui interdit toute démocratie, non pas même représentative, mais surtout, toute démocratie participative. C'est des histoires à la mort moelle de ça, hein, pour eux. C'est un peu, taisez-vous, c'est nous qui savons. Mais c'est nous qui savons. Donc c'est la compétence, elle est vue ainsi, la compétence. Hein. Comme chez Lippmann. Coutreau est logique avec lui-même, il est cohérent. Il va fonder, en 1938, il va fonder l'Institut de psychologie appliquée pour les patrons, hein, pas pour, même pas pour les cadres, hein, pour les patrons, pour mettre, dit Bourdieu, les apports des sciences de l'homme au service de l'organisation industrielle. Et dans le même esprit, Emmanuel Mounier, le voici le voilà, il annonce en 1939, avec un certain Paul Fraisse, psychologue, la création d'un centre de psychopédagogie. Paul Fraisse, il a publié en 1963 un traité de psychologie expérimentale en 9 volumes, que j'ai chez moi. Hein. C'est resté une référence longtemps. Hein. C'est resté une référence dans les années 80-90 encore. Hein. Bon, après, je ne sais pas, moi j'étais passé dans d'autres cieux, mais... Ça a explosé avec le développement de la psychologie cognitive. Quoi, hein. Oui, c'est ça, voilà. Donc Paul Fraisse, Emmanuel Mounier, ces gens-là, on les trouve sur notre chemin à cette époque-là. Bon, ce sont des initiatives qui vont se multiplier. Après la guerre, pas là les années 30, mais après la guerre, va apparaître la psychotechnique. Vous savez ce que c'est que la psychotechnique? C'est une discipline qui consistait à faire passer des tests. Qui consiste, ça existe toujours. Qui consiste, à raison. Et ça s'est aggravé. Qui consiste, ça existe encore, à faire passer des tests aux gens, soit des adultes, soit des enfants. Moi j'en ai fait. J'en ai fait passer des kilos et des kilos. À décréter, après vous dites, vous faites des petits calculs, et puis après vous dites, ben, ce monsieur ou cette dame ou cet enfant, il a 85 de QI, Berck. Voilà. Et ça, c'est la psychotechnique. Bon, elle a moins la cote aujourd'hui qu'à l'époque. Donc voilà pour le groupe X-Crise, pour vous donner une idée de l'orientation de ce groupe. Le groupe Esprit. Est-ce que, pardon, juste pour revenir un petit peu sur cet aspect-là, ça se voulait une avancée pour lutter contre la transmission par l'héritage. Ouais. Hein. On allait repérer, on essayait de repérer les talents chez les humbles. Bien sûr. Non, mais même, il y avait aussi... C'est une vision naïve. Et, oh, ouais. De ça. Mais même les gens progressistes et même les communistes, hein, il faut le dire, adhéraient à ça. Langevin Vallon, oui, bien sûr. eh bien, était acquis à tout ça. Il considérait que le rationalisme, c'était d'apparier les caractéristiques des postes dans les entreprises avec les caractéristiques des personnes. Donc c'était la notion d'appariage. Heureusement qu'il y a eu des freinés. Hein. Comment Ça, Heureusement qu'il y a eu des gens comme Freinet. ça a dû... Oui, bien sûr. Non, parce que bientôt, moi je me souviens de quelques années où j'étais institutrice, bientôt il fallait que je dise à l'inspecteur de maternelle si tel enfant qui avait 3 ans et demi, 4 ans,
il pourrait passer le concours de Polytechnique. Donc c'est Regardez la vogue aujourd'hui des N'exagère HPI. pas, hein. des HPI, oui. La, C'est une la mode, psychotechnique, une elle mode. a eu son heure de gloire tant que dans les entreprises, l'organisation qui prédominait, c'était le taylorisme. Mais c'est toujours le taylorisme. Non, non, Écoute-moi, le compagnon de mon arrière-nièce, non, non, non. qui est un informaticien de très haut niveau, je veux dire qui fait des produits informatiques de haut niveau, il fait des logiciels d'espion par exemple, Oui. il voulait changer d'emploi. Il a passé 12 fois des tests qui ont duré 2 heures, 24 heures de tests. Oui, oui, mais Il a passé 12 entretiens avec des interlocuteurs différents, toujours de la même boîte. Finalement, il est resté tout seul, il a dit bon ben on vous prend. Il en avait jusqu'à tellement là qu'il a dit non, je crois que je mais je non, tiendrai pas coup. le taylorisme est passé dans les entreprises. Oui, mais c'est une forme. Ce n'est plus ça. On en parlera d'ailleurs lors de la conférence suivante et de la suivante encore. On va aborder ce sujet-là. C'est précisément l'un des grands enjeux de l'économie et de la bourgeoisie de l'après-guerre, après les 30 Glorieuses, etc. C'est l'un des grands enjeux, c'est de dépasser le taylorisme et d'arriver à autre chose qu'on qualifiera à ce moment-là. Je n'en parle pas plus aujourd'hui, mais le taylorisme, bien sûr, on peut peut-être le trouver encore dans telle ou telle petite entreprise qui continue de fabriquer des boulons, des choses comme ça. Oui, bien sûr, dans une société, on trouve toutes les organisations possibles et imaginables à un instant T. Mais aujourd'hui, ce qui domine, mais alors d'une manière incontestable, c'est d'autres organisations que le taylorisme. Et les bourgeois eux-mêmes clouent le taylorisme au pilori, pour des raisons qui ne sont pas seulement techniques, mais qui sont aussi politiques et idéologiques, parce qu'ils savent que dans la population, le rejet du taylorisme, il est massif. Plus personne ne veut en entendre parler. Je passe au groupe Esprit. Pour X-Crise, on va se contenter de ça. Le groupe Esprit, le nom associé, c'est Emmanuel Mounier, qui a créé la revue Esprit en 1932. Donc ça fait un paquet d'années, ça fait 90 ans. 90 ans, oui je dis bien. Enfin, même 91. Et lui aussi, Emmanuel Mounier, il fait partie de ceux qui recherchent une troisième voie, encore un, qui recherche une troisième voie. Entre quoi? Eh bien, toujours la même chose dans les années 30, entre l'individualisme libéral et le marxisme. C'est l'obsession de tout le monde, hein, le marxisme avec les progrès que j'évoquais tout à l'heure de l'URSS. Bon, dans ce groupe, on va trouver des catholiques militants, même des fois des gens d'X-Crise, quelquefois, parce qu'on peut aussi faire partie de plusieurs groupes. Une idée qui flotte dans l'air dans ce groupe-là, c'est l'antiparlementarisme. Ouais. L'idée de la compétence, on la retrouve, je l'évoquais tout à l'heure. L'anticapitalisme et l'anticollectivisme qui s'affrontent en miroir. Et puis d'autre part, il y a l'influence de Demann, le Belge, le propugnateur du planisme, et sous l'influence de Demann, il se réclame de ce qu'ils appellent l'humanisme économique. Mais à la différence de X-Crise, ils sont moins sur des sujets techniques, technicistes. Ce ne sont pas, ou très peu, des polytechniciens. Ce sont plutôt des gens genre Emmanuel Mounier. Qu'est-ce qu'il avait comme métier, Mounier? Un philosophe. C'était philosophe, d'accord. On va le retrouver plus tard dans le groupe d'Uriage. Voilà, alors, ces intellectuels catholiques que l'on trouve chez Esprit,
ils vont inventer, dit Bourdieu, une nouvelle façon d'être catholique. Ascétique, tendue, résonante, engagée. Alors, que veut dire Bourdieu à travers ces qualificatifs? Ce qu'il veut dire, c'est que ce sont des gens qui en fait sont clivés. Ils sont en tension entre différentes positions intellectuelles. Parce que d'abord, ils sont à la fois catholiques et intellectuels. Et chacune de leurs polarités les entraîne dans une opposition particulière. C'est ça ce qu'elle a entendu. Voilà. En tant que catholique, il s'oppose à quoi? Il s'oppose à la bourgeoisie radicale socialiste en tant que catholique. Ils sont contre la bourgeoisie radicale socialiste et aux représentants de cette bourgeoisie radicale socialiste dans les milieux intellectuels. Et à l'époque, c'est tous les Durkheimiens. Durkheim, le camp Durkheim, dans les années 30, est encore très fort. Et donc, les catholiques ne peuvent pas voir en peinture les Durkheimiens. Et les mêmes sont aussi des intellectuels, et en tant qu'intellectuels, à quoi ils s'opposent? Aux autorités religieuses, quoique étant catholiques, aux autorités religieuses, qui sont inféodées au parti conservateur de l'époque, et au catholicisme établi, c'est-à-dire à la hiérarchie catholique, à l'Église avec un E majuscule, la religion officielle de la classe dominante. Donc ça, et du patronat, ne l'oublions jamais. Et donc ça, ils sont contre en tant qu'intellectuels. Ça fait beaucoup de contradictions, beaucoup d'opposition pour un seul homme ou une seule femme, bien entendu. Ça fait une vie intellectuelle compliquée. Ce sont des gens, dit Bourdieu, qui professent à la fois le spiritualisme et le rationalisme, l'ascétisme et le respect de l'ordre hiérarchique, l'élitisme et le populisme paternaliste. Voilà. Ça va pas très ensemble. Eh ben non, eh ben non, eh ben non. Il condamne aussi bien le pouvoir de l'argent que celui des masses. Voilà. Il rejette à la fois le capitalisme et le collectivisme. Ils sont, ça c'est une formule que vous connaissez, c'est sûr, ni de droite ni de gauche. Les centristes, quoi, tout pur. Oui, mais quelqu'un qui n'est ni de droite ni de gauche, Ça existe. il est de droite. Comme Macron. Ils se disent quand même catho de gauche. Hein. Oui, oui, oui. Ah oui, oui. Mais c'est vrai qu'il y a eu des courants importants, parce que même en littérature, avec Maritain, tout ça, c'était Ouais. des courants de cette époque-là qui étaient importants. Alors le groupe Esprit, il va continuer d'exprimer sa sensibilité après la libération. C'est une originalité par rapport à X-Crise. X-Crise, on peut dire que les membres d'X-Crise vont s'insinuer dans toutes les institutions qui vont être créées après la guerre, et bien sûr Polytechnique existe toujours, etc. Mais X-Crise en tant que telle va avoir moins d'influence, et peut-être encore un peu dans les années 50-60, mais ça va tendre à s'estomper progressivement. Alors que pas pour Esprit. Peut-être parce que existe la revue. La revue existe. Oui. Donc la revue, elle permet de donner une visibilité Et puis ils sont structurés aussi. à la sensibilité. Ils font beaucoup de choses, ils sont très... Troisième centre de confluence, c'est les nouveaux cahiers, qui n'a pas laissé de grands souvenirs, mais qui à l'époque a beaucoup défrayé la chronique. Alors c'est un groupe qui est créé à la fin des années 30 et qui va se démarquer de X-Crise ainsi que d'Esprit. Fin des années 30, 37 exactement, créé par Auguste Deteuf. Il s'occupe moins de questions scientifiques comme X-Crise, et il se démarque aussi des questions sociales que Esprit affectionnait. Donc c'est plus un groupe qui s'occupe de questions managériales, quelques questions sociales, etc. Beaucoup
de cadres supérieurs, cadres dirigeants d'entreprise, de patrons, cadres dirigeants d'entreprise, dans ce groupe. Son premier noyau, donc, il a cette composition-là. De Toff, le fondateur, va aller aux États-Unis et il va revenir avec plein d'idées de son séjour aux États-Unis. Il y va avec Ernest Mercier, industriel de l'électricité et du pétrole, et ils vont revenir avec des idées sur la rationalisation industrielle, le management, etc. Ils critiquent le capitalisme classique, ils prônent, tenez-vous bien, le syndicalisme obligatoire, mais apolitique, que diable, et le dialogue social sur le modèle suédois, pas sur le modèle français, bien sûr. Denord indique qu'il va attirer dans son groupe de nombreuses personnalités. C'est-à-dire des journalistes, des conseillers d'État, des diplomates, des écrivains, des économistes, ou encore des syndicalistes réformistes. La philosophe Simone Weil y côtoie l'ancien dirigeant communiste Boris Souvarine, l'économiste Gaëtan Piriou, le syndicaliste Louis Vallon, le magnat de l'électricité Ernest Mercier. Voilà, un conglomérat un petit peu hétéroclite. De Toff veut que des gens d'horizon, c'est conforme à son projet, il veut que des gens d'horizons divers et variés se parlent, se côtoient. Il écrit dans sa revue Les Nouveaux Cahiers. Le cloisonnement des esprits en caste fermée pourrait bien être l'une des causes, sinon la cause essentielle, qui rend de plus en plus irritante la position des problèmes actuels, qui risque de rendre de plus en plus difficile, douloureuse, leur solution future. Voilà. Donc les Nouveaux Cahiers auront contribué, ils n'ont laissé aucun souvenir, mais dans les années 30, ils ont contribué au débat sur la crise du capitalisme de deux manières, par la critique du laisser-faire d'une part, et d'autre part, en tentant un rapprochement entre le néo-capitalisme et le planisme, que j'ai évoqué déjà 2 ou 3 fois, c'est-à-dire entre l'économie de marché et l'interventionnisme des pouvoirs publics. Donc, grâce à eux, cette idée d'interventionnisme des pouvoirs publics, eh bien, elle continue de faire son petit bonhomme de chemin. Nous savons, nous, que ces idées, elles ont fait leur chemin même au-delà de ce que pouvait peut-être espérer De Toff, bien après la guerre. Hein. Mais à l'époque, c'était encore des idées qu'il fallait argumenter. Elles n'étaient pas implantées solidement, ni dans les esprits globalement, ni dans les entreprises, ni encore moins dans l'État. L'interventionnisme de l'État, il existait déjà, mais il avait encore un caractère marginal. Alors, précisons une chose très importante, ça découle de beaucoup de choses que j'ai dites, mais il faut le poser très clairement. Quand on critique le capitalisme à l'époque, 9 fois sur 10, et même 99 fois sur 100, ce n'est pas pour le supprimer, bien entendu. C'est pour l'amender, pour lui permettre de rebondir, bien entendu, de s'adapter. Ce n'est pas du tout pour le supprimer, pour le dépasser. L'anticapitalisme, ce n'est pas un mot de l'époque. Bien sûr, il y a Marx et autres, mais ces gens-là laissent à Marx, ils sont anti-marxistes, il n'y a pas de souci. Donc, il n'y a pas d'anticapitalisme dans les groupes en question. C'est une critique qui, en fait, est plutôt une autocritique, en fait. Par exemple, De Toff s'interroge. Nous cramponnés au libéralisme, nous, bourgeois, possédants ou profiteurs, selon qu'on préfère nous nommer, ou élites, comme nous préférons quand nous sommes, hein, n'est-ce pas pratiquer
une politique qui ressemble fort à celle de la France vis-à-vis de l'Allemagne depuis la guerre. Voilà. Donc, voilà une présentation rapide également des nouveaux cahiers. J'insère ici une pastille contextuelle, comme je vais les appeler, les éditions de Médicis. Les éditions de Médicis, elles sont créées, fondées en 1937, en plein pendant ce bouillonnement intellectuel, et elles procèdent d'un projet clairement politique. Il s'agit de procurer une maison d'édition au libéralisme économique, qu'on n'appelle pas encore le néolibéralisme, hein, ça va pas tarder à venir, hein, mais pas encore en 1937. Les éditions de Médicis, elles vont tout de suite s'illustrer par la publication de nombreux ouvrages, et je vous donne quelques exemples des auteurs de ces ouvrages qu'ils publient. Ludwig von Mises, c'est un Autrichien qui est le créateur d'une école d'économie et dont un des élèves a été Friedrich Hayek. Friedrich Hayek, je me suis fendu d'une conférence sur ce triste cire l'année dernière. Donc, les éditions de Médicis publient Ludwig von Mises, elles publient Walter Lippmann, qui a publié en quelle année? En 1937, qui a publié La Cité libre, qui est un manifeste politique. Elle le publie, mais alors à une vitesse plus rapide que l'éclair. Lippmann publie son bouquin en anglais en 1937 et il est publié en français en 1938. Donc, vous voyez, on est quand même, on n'est pas dans des époques où ce genre de travail était si facile que ça. Aujourd'hui, c'est un peu différent, mais à l'époque, non. Ça relevait quand même d'un sacré effort. Et il publie aussi, bien sûr, Friedrich Hayek. Les éditions de Médicis publient aussi Friedrich Hayek. En tout, une quarantaine de livres entre 37 et 40. C'est énorme, c'est carrément énorme. 37 et 40 pour une maison d'édition qui vient de se créer. Elle est implantée où? Moi, pas savoir. Elle est probablement à Paris, je dirais. Pourquoi je dis ça? Parce que la directrice des éditions de Médicis, c'était la collaboratrice d'un très grand industriel parisien, Mercier, j'ai prononcé son nom tout à l'heure, et c'est d'ailleurs lui qui participe très grandement au financement de l'aventure, et je pense qu'il participe tellement qu'il va mettre la personne, c'est une femme, j'ai oublié son nom, je ne peux pas le dire là comme ça, il ne me revient pas, mais il va mettre la personne à la disposition des éditions. Et c'est comme ça qu'elle va pouvoir se consacrer voilà, tout son temps aux éditions de Médicis. Donc je suis prêt à parier, bien sûr. Et puis en plus, à l'époque, faut se projeter, hein, dans les années 30, il n'y a pas Internet. Hein. Donc, ils attrapent des préfaces de livres intéressantes. André Mauroy préface La Cité libre de Lippmann. C'est pas mal pour des gens qui, il y a 2 ans, n'existaient pas. Hein. Donc, il y a derrière ça, sans aucun doute, des réseaux. Et que dit, j'ai retenu une phrase que dit André Mauroy. Quand une restauration est faite dans les esprits, il ne s'écoule jamais très longtemps avant qu'elle n'apparaisse dans les faits. Voilà. Voilà ce que dit Mauroy dans la préface de La Cité libre de Lippmann, et c'est en congruence parfaite avec le projet politique des éditions de Médicis qui veulent, comment dire, j'ai pas mis mon truc, qui veulent faire avancer leurs idées, bien entendu, et
Monroy, il l'explique tout naïvement, le projet, il met le projet sur la place publique. Il s'agit donc de s'adresser, bien sûr, à des cercles restreints, à des intellectuels susceptibles de mettre en pratique les idées nouvelles, les grands patrons, des cadres dirigeants. La cible, c'est l'élite, et l'inspiration, elle est clairement intellectualiste. Mais le syndicaliste Louis Vallon prend tout cela au sérieux et explique qu'il faudra répondre. Et pour répondre, ajuster les idées et renouveler la doctrine. Voilà. Deuxième pastille contextuelle, c'est le colloque Lippmann. C'est un moment très important, très très important. C'est en août 1938. Un peu mal placé, bien sûr, puisque après, un an après, c'est la catastrophe, bien sûr. Mais moment très important quand même qui va laisser beaucoup de traces. Je vous renvoie au site des Amis de la Liberté pour la trace écrite et pour l'enregistrement vidéo. Le prétexte de ce colloque Lippmann, c'est justement le livre de Lippmann, La Cité libre. Donc il y a quelqu'un qui va rassembler un auditoire, un panel de gens, bon, tous des libéraux qui veulent refonder le libéralisme. Davos. Pardon ? Davos. Eh bien, on pourrait dire ça. Mais, sauf que Davos, c'est tous les ans. Hein, tous les ans ou tous les 2 ans. Tandis que là, le colloque Lippmann, c'est un coup sec. Hein. Mais on peut quand même comparer par le public. Ça, c'est très clair. Le public, c'est justement ça. C'est quelques universitaires, pas mal de patrons, et puis des idéologues, des économistes, etc. Ils ne sont pas nombreux, ils sont, je crois, de mémoire, 33-34. Attention, hein, c'est un tout petit groupe coopté. Donc, le grand intérêt du colloque Lippmann, c'est que les personnes se mettent d'accord sur un agenda du néolibéralisme. Ça y est, on parle de néolibéralisme à partir du colloque Lippmann. Ils se mettent d'accord sur un agenda, et je ne vais retenir qu'une seule idée, c'est bien plus compliqué que ça, voir la conférence de l'année dernière, mais notamment, ils sont d'accord pour acter le fait qu'il va falloir que l'État intervienne dans les affaires économiques, et c'est important que cet accord soit intervenu parce que Friedrich Hayek était présent au colloque Lippmann, et donc il n'a pas exprimé d'opposition irréductible à cette thèse, ce qui est à noter quand on connaît les thèses de Hayek en économie en général. Donc il y a un agenda du libéralisme qui sort de ça et qui aura ses heures de gloire. Et dernière pastille contextuelle, c'est l'occupation, bien entendu. L'occupation, 1940, beaucoup de choses partent en fumée, se délitent, beaucoup de gens deviennent invisibles, hein, se rendent invisibles, des personnes quittent la France, etc. Bon, il y a tous ceux qui sont juifs, qui décampent, hein, et puis il y a, et par contre il y en a d'autres qui continuent de vouloir exister et qui vont exister au sein des institutions pétainistes. Bon, là, le bilan, je raccourcis un peu, mais le bilan de la classe intellectuelle à l'époque, bon, il y a quelques personnes qui s'honorent d'avoir exprimé un désaccord clair, net, sans bavure par rapport à la révolution nationale pétainiste, bien entendu. On en connaît, on a rendu hommage à l'une d'entre elles il y a quelques jours, par exemple. Bien, mais il y a beaucoup d'intellectuels qui font naufrage, hein, quand même. Hein. Oui, Il y a une question que je me pose. Tous ces éditeurs, tous ces groupes qui existaient, tu as commencé avec 1932.
La question que je me pose, est-ce qu'ils n'ont rien senti venir de l'autre côté du Rhin? Parce que là, tu n'en parles pas du tout, c'est comme tout qui était paisible, on réfléchit, on essaie de s'organiser, etc. Oui. Et tout à coup, patatrac, 39. Hein. La bourgeoisie de l'époque, tu connais peut-être la phrase, l'expression, le slogan, c'est plutôt Hitler que le Front populaire. Ah oui, d'accord. On va voir comme ça. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire aussi qu'ils sont plus tournés vers l'Ouest? Et c'est la période du New Deal, c'est la période de Keynes quand même. Voilà. Et donc cette influence va peser dans les représentations, enfin, et puis dans les théories économiques. Hein. C'est ça. Papa, je suppose que tu vas nous en parler. Non, je vais pas, j'ai pas prévu d'en parler, mais c'est vrai, tu as tout à fait raison. Je vais parler de Keynes en fait, hein, mais Keynes, il va pas vraiment inspirer le New Deal puisqu'il apparaît après la bagarre. Ouais. Hein. Mais Roosevelt a quand même mis en place une intervention étatique qu'on n'a jamais connue. Quoi. Mais Roosevelt met en place une intervention étatique jamais connue. Voilà. Jamais connu, mais quand même aux États-Unis, il y a déjà eu des interventions, notamment quand il y a eu la crise de 29. Oh, vous savez, puissante, parce que la crise là-bas était beaucoup plus violente que chez nous. l'une des particularités, Ah, oui. l'une des particularités des États-Unis, ça c'est quelque chose qui a été bien expliqué par Jacques Généreux dans un livre qui s'appelle La Dissociété, c'est que les États-Unis, ils ont une doctrine économique, politique, sociale, enfin bref, ils ont une doctrine et ça c'est une chose, mais à côté ils ont une pratique qui est complètement différente. Et en particulier, Jacques Généreux, c'est extrêmement intéressant, il explique très bien comment les États-Unis, mais depuis des décennies et des décennies, subventionnent leur industrie. Hein. Bien sûr. Avec un sans-gêne absolument absolu. On le voit aujourd'hui d'ailleurs. Hein. Avec le pétrole. La différence entre Trump et les autres, là, Bush, machin, truc, etc., c'est que les autres, ils faisaient semblant, alors que Trump, lui, faisait même pas semblant. Et Biden, apparemment, je pense qu'il fait du Trump de ce point de vue, me semble-t-il. C'est-à-dire qu'il ne fait pas semblant. Donc les Américains, c'est un peuple... enfin, les dirigeants américains, pas d'erreur là-dessus, pas le peuple, les dirigeants américains, les puissants américains, les patrons, etc., la bourgeoisie américaine, la haute bourgeoisie, elle est sans complexe. Voilà. Donc effectivement, c'est important de le signaler. En Europe, on est aussi influencé par le New Deal. Hein. Mais par rapport à l'Allemagne, il faut le redire, plutôt Hitler que le Front populaire. Et toutes les années 30, quand Hitler arrive au pouvoir, pas d'affolement, etc. Et puis, bien sûr, tout change après 1939. Donc, l'occupation, c'est une zone grise qui est, pour les intellectuels, j'entends, c'est une zone où des intellectuels s'illustrent d'une manière remarquable et héroïque, et où d'autres sombrent dans la collaboration avec Pétain. Globalement, pour le néolibéralisme, dont on venait de prononcer le nom au colloque Lippmann en 1938, c'est une période, disons, d'arrêt, puisque la révolution nationale de Pétain, c'est pas ça du tout. Hein. C'est une révolution qui va prôner un interventionnisme complètement différent dans l'économie que l'interventionnisme que les néolibéraux appelaient de leur vœu. Je pense maintenant à l'école des cadres d'Uriage, qui, elle, est de plein pied avec Pétain. Bourdieu caractérise ainsi ce réseau.
La combinaison originale d'antiparlementarisme et d'anticommunisme, de spiritualisme, de technicisme, d'élitisme, de populisme qui caractérise la troisième voie n'apparaît sans doute jamais aussi bien qu'à Uriage. Voilà. Uriage, créé par un officier catholique pétainiste et anti-nazi, Pierre Dunoyer de Segonzac. Ça ne vous dit rien? Non. Donc, c'est lui qui crée l'école des cadres d'Uriage en 1940, avec l'accord du gouvernement de Vichy, et ils vont se mettre rapidement à former les cadres des chantiers de jeunesse du régime de Vichy. Les cadres des chantiers de jeunesse. L'école va vite devenir, premier virage, va vite devenir en fait une institution officielle chargée de former les lauréats au concours de recrutement de la haute fonction publique. Changement de projet, précédant ainsi de 5 ans l'ENA. Donc, bon, Michel Debré n'est pas dans les couloirs de la Révolution nationale, je le précise. Donc, pour la première fois, on va donc former des chefs, des élites avec l'école des cadres d'Uriage. Parmi les conférenciers, c'est ça qui vaut la peine d'être dit, on trouve Hubert Beuve-Méry. Hubert Beuve-Méry, futur fondateur du Monde. André-François Poncet, à l'époque il est diplomate, ambassadeur, homme politique, élu local. Futur académicien élu à l'Académie française en 1952 au siège de... Ça ne s'invente pas, au siège du maréchal Pétain. Joffre Dumazedier, moins connu sans doute aujourd'hui, un sociologue de l'époque. À l'époque, il est connu. Futur fondateur de Peuple et Culture en 1944-1945. Peuple et Culture, organisation bien sous tout rapport à l'époque, hein, progressiste. Bon, mais vous voyez, lui, il était là. Jean-Marie Doménac, qui est le bras droit, l'adjoint, le bras droit, l'affidé d'Emmanuel Mounier. Et Doménac, il est là-dedans, et il va se retrouver directeur de la revue Esprit en 1946, et il y restera jusqu'en 1976. Jean Lacroix, il a fondé la revue Esprit avec Mounier en 1932, et futur chroniqueur philosophique au journal Le Monde, et une belle période encore, de 45 à 80. Donc, vous voyez tous ces gens-là qui nous ont enduits d'idéologie, etc., parce que tous, nous avons lu au moins une chronique de Mounier, de l'autre, là, de Doménac. On a lu des chroniques de ces gens-là. Eh bien, moi, à l'époque, évidemment, que je ne savais pas qu'ils avaient traîné leur guêtre à l'école d'Uriage. Et puis donc, the best one, c'est Emmanuel Mounier lui-même, qui est conférencier. Il fait beaucoup de conférences. Il a relancé la revue Esprit en 1940. Et son intention, c'est de refaire d'Esprit, aidé par l'école d'Uriage, tout ça, c'est un conglomérat, de refaire d'Esprit un des principaux foyers créateurs d'une vraie France et d'une vraie révolution. Nationale, bien sûr. Bourdieu nous explique qu'ils construisent le schéma d'un État idéal fondé sur l'autorité d'une nouvelle aristocratie, de la valeur personnelle et de la compétence. Cet État, ni capitaliste, ni collectiviste, doit réconcilier l'organisation de la planification de l'économie par l'élite dirigeante et la participation des citoyens, entre guillemets, et les ouvriers, entre guillemets, mais par d'autres formes
que celle de la démocratie électorale. À Uriage, on pratique les feux de camp, les veillées, Scout. oui, Toujours prêt. le salut aux couleurs, les exercices religieux, la gymnastique corporelle, Maréchal, nous voilà. etc. Voilà. Voilà. Et ça me fait penser à quelque chose. Il n'y a pas de filles. Ah oui. Je dirais a priori que non. Non, parce que Je dirais a on ne peut priori pas que non. voter, alors on ne les intéresse pas. Mais ça me fait penser à quelque chose d'actuel. Citoyens, pas nous. Mais, et tous ces gens que tu viens de citer, ils sont toujours anti-parlementaristes, parce que c'était ça la grande docte. Oui, 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 oui. Non, mais Oh bah, oui, 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 oui. Donc, L'antiparlementarisme, il a bonne presse hein, à l'époque. Ah oui, pourquoi donc? Eh bien parce que la Troisième République, elle a connu quand même une bonne demi-douzaine de scandales financiers. Oui, c'est vrai. Certains qui se sont vraiment mal terminés, le canal de Suez, enfin, il y a tout un tas de... L'affaire Savinsky, là, L'affaire Stavinsky, etc. Donc la Troisième République, elle est perçue comme corrompue et bien sûr il y a il y a certains milieux qui prennent un malin plaisir. Ça explique Oui, l'antiparlementarisme. oui, oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Alors, les mouvements de la résistance. Donc, dans les mouvements de la résistance, eh bien, on va retrouver, je vais passer très vite là-dessus, vous aurez la trace écrite, on va retrouver tous ces gens-là, hein, beaucoup qui font du sous l'eau parce que c'est la révolution nationale de Pétain, donc ils ne veulent pas, comment dire, collaborer avec Pétain. Il faut savoir que Uriage, ça va durer que 2 ans. En 1942, tout ce beau monde, savez-vous ce qu'ils font? Ils passent à la résistance. Ah oui. Voilà, ils passent tous à la En quelle résistance. année 42. 42. C'est quand même assez Donc c'est un truc, c'est pour ça, il faut voir les porosités absolument extraordinaires, quoi. Extraordinaires. Ces gens-là, qui sont, comment dire, des créatures, ou tout au moins qui ont emboîté le pas à la Révolution nationale, qui ont eu l'acquiescement de la Révolution nationale de Pétain, etc. 2 ans après, ils passent à la résistance. Comme Mitterrand. Mais oui, bien sûr. Et Ah, donc, Oui, bon exemple. et donc dans la résistance, ils vont exercer leur influence. Hein. Et après. Parce qu'on ne met pas les œufs tous dans le même panier. Voilà. Donc, porosité importante de ce point de vue. Donc, dans les mouvements de la résistance, eh bien, à un moment donné, vous allez retrouver tous ces gens-là, tous ceux que j'ai cités depuis le début, ils sont là, certains dans des positions plus importantes que d'autres, etc. Mais tout le monde est là. Je fais aussi une petite liste de personnes, de noms, qui on trouve à ce moment-là dans la résistance. Eh bien, des hauts fonctionnaires comme Pierre Le Faucheux. Qu'est-ce qu'il a fait, Pierre Le Faucheux, après la guerre? Il a été directeur de la Régie Renault. Eh oui. François Bloch-Lenné, il a été, après la guerre, directeur du Trésor. Ah bon. Ah oui, Ouais, sous ouais, la ça. Ve République. Et directeur aussi de la CDC, Caisse des dépôts et consignations, Ah, président d'une banque, le Crédit Lyonnais. ah, Au hasard, Balthazar. François Bloch-Lenné. Louis Armand, futur dirigeant de la SNCF, et aussi un grand patron du CNPF. Gilbert Grandval, moins connu, futur ambassadeur, futur ministre de Pompidou, beaucoup moins connu que les précédents. Voilà. Et donc, dans la résistance, on va retrouver des pseudopodes qui viennent de partout, y compris de l'école des cadres d'Uriage. Et tous ces gens-là, on va les retrouver un de ces 4 matins
dans le commissariat au plan, après la guerre, Mhm. dans le commissariat, pendant la 4e République. Hein. Et c'est là que intervient, il faut parler de Keynes. Dernière pastille contextuelle pour comprendre un peu les choses. Keynes publie la théorie générale de l'emploi de l'intérêt et de la monnaie en 1936. Traduction en français en 1942. Là, il faut 6 ans. Alors que pour Lippmann, il suffit de 1 an. Donc, il sait ce qu'il fait, Keynes. Voici ce qu'il dit à Georges Bernard Shaw, alors qu'il était encore en train d'écrire le livre. Je crois que ce livre révolutionnera une large mesure, pas immédiatement sans doute, mais au cours des 10 prochaines années. La façon dont on conçoit dans le monde les problèmes économiques, ce n'est pas un espoir que j'exprime, mais une certitude. Voilà, c'est étonnant quand même la façon dont il en parle. Il est sûr de son coup, et le fait est que Keynes va exercer une influence absolument extraordinaire sur, on peut dire, peut-être presque tous les gouvernements de la planète. Enfin, il faut y exclure, faut exclure bien sûr les pays socialistes, mais il va exercer une influence absolument extraordinaire jusque dans les années 70. Ça se terminera avec la fin du compromis fordiste et le néolibéralisme. Voilà. Donc je passe maintenant à après la guerre, le commissariat au plan. Donc je viens de dire qu'on va retrouver des tas de gens. Après la guerre, les chantiers, eh bien, ils ne manquent pas, c'est la reconstruction, bien sûr. La 4e République va s'atteler à ce grand chantier, mais comme l'épargne est à un très bas niveau et que, bon, il y a tous les gens qui ont collaboré avec Vichy, qui eux sont persona non grata et qui rasent les murs, eh bien, il faut aussi trouver des collaborations, etc., etc. Le plan va être créé avec plein de commissions, des commissions qu'on va appeler commissions de modernisation, et il y aura des commissions pour l'industrie, le commerce, l'agriculture, l'école, l'emploi, etc. Il y a quelqu'un qui est sûrement encore connu aujourd'hui, qui va présider la commission de modernisation, population, emploi, formation, c'est Jean Forastier. Mais Forastier, il est dans le circuit, bien sûr. Alfred Sauvy est dans le circuit, mais c'est Jean Forastier. Il préside cette commission pendant au moins une quinzaine d'années. Le plan fonctionne comme un méta-réseau, un énorme réseau, hein, chaque commission étant un réseau à elle-même, hein, à elle toute seule. Et toutes ces commissions sont interconnectées. Vous avez le commissariat général au plan. Premier détenteur, c'est Pierre Massé. Non, c'est Jean Monnet. Jean Monnet. Deuxième détenteur, Pierre Massé. Donc ces gens-là, on les connaît encore. Il y a des établissements scolaires qui peuvent porter leur nom, Jean Monnet en particulier. Donc un vaste réseau, et on va y retrouver l'influence chrétienne, humaniste, toutes les influences, tous les ismes que j'ai pu, ou que moi ou que Hugues ont pu prononcer depuis le début. On va retrouver tout ça, sauf, bien sûr, sauf le marxisme, sauf le collectivisme, sauf ces sensibilités-là, bien entendu. À l'époque, tout ce beau monde est keynésien. Keynésien, 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 à tous les étages. Être keynésien, alors, c'était une façon polie, honnête, respectable d'être socialiste, par exemple. Dira un jour, Simon Nora,
c'est un nom qui peut vous dire quelque chose. Et en effet, Pierre Mendès France, par exemple... On disait ça en 62, il était pour une république moderne. Démocratie politique et planification de l'économie conduisent à un socialisme moderne. Voilà. Donc, voilà le parcours. Hein. Vous voyez un peu l'idée, c'est d'argumenter l'idée de la porosité qui règne entre tous ces réseaux, centres de confluence. Quand on est en 60, la bourgeoisie, elle peut être contente d'elle-même. Elle a bien géré l'après-guerre. La planification fait son œuvre. Les thèses économiques ambiantes ont changé. On est dans une espèce d'économie dirigée. Hein. L'expression de De Gaulle, c'est l'ardente obligation du plan, des choses comme ça. Donc il y a tout un tas d'idées qui ont fait leur chemin, et même plus que ça, qui sont bien implantées et qui animent l'action de l'État, l'action des entreprises. Voilà. On est dans une période où le système a réussi à gérer à la fois la reprise de l'accumulation capitaliste et la reprise de la consommation. Ce qui n'était pas le cas avant la guerre. Avant la guerre, aussi bien avant la première qu'avant la deuxième, le problème, c'est que le système connaissait des périodes, de longues périodes d'accumulation anarchique et qui finissaient toujours par aboutir à des dérèglements absolument énormes. Il n'y avait aucune régulation. Et la grande caractéristique de l'après-deuxième guerre mondiale, c'est ce changement de paradigme, c'est le compromis fordiste. Vous m'entendez souvent prononcer cette expression. Le compromis fordiste, c'est justement accumulation qui continue. Ça, le capitalisme ne sait pas faire sans s'accumuler. C'est son ADN, l'accumulation. Mais accumulation plus consommation de masse. Nous y sommes toujours. Nous y sommes toujours. Avec des hauts et des bas, mais c'est toujours le même paradigme. Hein, de ce point de vue-là. Est-ce que la décolonisation n'a pas joué une influence sur cette période? Pardon? La décolonisation, parce que c'est la même période, n'a pas joué une certaine influence? Alors, la décolonisation, c'est quelque chose que nous n'avons pas maîtrisé. C'est un projet américain. Donc, les États-Unis veulent déstabiliser les puissances européennes qui ont encore des possessions coloniales. Et donc, c'est les États-Unis qui sont derrière la décolonisation. Hein, Bandung, bien sûr, ce sont les dirigeants des peuples sous-développés, des pays sous-développés qui sont au devant de la scène. Mais Bandung, c'est en quelle année Bandung? Il y a bien longtemps que je ne me suis pas occupé de pencher là-dessus, mais c'est dans les années 60, 70, je dirais, par là. Je ne saurais pas trop dire. Eh bien, c'est quand même une opération qui est en sous-main, qui est bien vue. Tout ce qui déstabilise l'Europe est bon à prendre pour les États-Unis. Et ça leur permet de placer le plan Marshall, de placer l'Europe. L'Europe, c'est un projet américain également. Donc, on est de bout en bout dans l'impérialisme américain. Alors, comment s'expriment toutes ces nouvelles idées, par exemple, dans un manuel d'économie de terminale économique et sociale aujourd'hui? À la différence de Marx, Keynes considère que le système capitaliste peut être réformé. Il pense que son instabilité intrinsèque peut être réduite par une intervention appropriée de l'État.
Si la demande anticipée par les entrepreneurs est suffisante, l'État peut créer les conditions d'une reprise de l'investissement par une baisse des taux d'intérêt et surtout une augmentation de la dépense publique. Garant de l'intérêt général, l'État peut compenser le caractère déficient et cumulatif des anticipations de demande et pallier l'absence de coordination des décisions privées. Voilà, voilà ce qu'on enseigne aujourd'hui aux lycéens à travers cette citation d'un manuel de Sciences Éco. Vous voyez, donc ça nécessite quand même que l'État soit fort. Eh bien, ça nécessite, et oui, un État fort. Mais ça c'est un mythe. C'est ce qui va... La raison du capitalisme aujourd'hui, c'est pas l'accumulation du capital en soi, c'est la bonification du taux de profit. Et le taux de profit, qu'est-ce que c'est? C'est la justification du capitalisme, c'est le rêve. C'est-à-dire, j'investis 5 euros aujourd'hui. Je veux savoir comment il me rapporte après demain matin. Et si on me dit combien il me rapporte, de toute façon, ça ne sera jamais assez. C'est ça la justification du capitalisme. Et ça, vous ne pouvez pas le réformer. Alors, bon, et puis il faut aussi dire une chose, c'est que là, nous sommes dans l'époque fordiste. C'est encore une époque où le système cherche à rendre profitable des activités productives concrètes, réelles, matérielles. Ah oui. Et oui. Qu'est-ce que ça change depuis là? Et voilà. Et donc, et ça, c'est fini. Depuis justement le tournant néolibéral des années 80, et puis ça a cru et embelli au fil des ans. Aujourd'hui, c'est la spéculation financière, etc., etc. Les bulles, hein, nous avons eu... alors là, c'est difficile de dire de mémoire, moi j'ai un peu oublié tout ça, mais il y a eu la bulle immobilière, 2008. Je ne sais plus quand. 2008. Oui, 2008. Oui, mais alors il y en avait encore une autre avant, mais je ne sais plus quand. 1974, il y avait un problème avec le pétrole. Alors, Oui. non, oui, en 1974, c'est la crise du pétrole. Oui. Alors, ça, il faut le dire, mais ça, je vous le lance comme ça à la figure, mais après, il faut l'argumenter, bien sûr. Mais la crise du pétrole, ça a été un argument opportuniste, parce que la profitabilité des affaires dans tout le monde occidental avait commencé de décroître à la fin des années 60 aux États-Unis et au début des années 70 en Europe. Donc là, il y a une grande étude très très célèbre de l'INSEE parue en 1974 qui s'appelle « Fresque historique du système productif ». C'est le volume E27 des collections de l'INSEE. Je connais tout ça, je l'ai lu à l'époque en 1974 quand c'est paru, je l'ai décortiqué. Et donc ça fait quand même un paquet d'années, ça maintenant, ça fait 50 ans. Et à l'époque, on se rend compte que le taux de profit est en train de se casser la figure. Ce qu'on observe en Europe, en particulier l'INSEE en France, on l'a déjà observé aux États-Unis, donc il y a un faisceau d'indices, et c'est ça qui va déterminer les classes dirigeantes mondiales à imaginer un tournant. Il faut savoir que c'est en 1973 qu'est créée la commission trilatérale. Vous connaissez ça? Alors, la commission trilatérale, on aura l'occasion d'en reparler. C'est quelque chose comme 200 ou 300 personnes de tous les pays capitalistes du monde. Et parmi les Français, il y avait un individu que vous connaissez, Michel Crozier. Lui, il était connu parce qu'il publiait des ouvrages de sociologie
extrêmement intéressant. L'acteur et le système. L'acteur et le système avec Erhard Friedberg, et puis le phénomène bureaucratique, qui sont des classiques absolus de la sociologie des organisations. Je les ai lus tous les deux, je les ai résumés, tous et tout. Enfin bref, je me suis excité comme une puce là-dessus. Et oui, et ça aussi, c'était dans les années... j'ai un petit peu oublié là. C'était dans les années 70-80. 75. Voilà. 75. Alors moi, je suis témoin de cette période puisque je travaillais dans une usine qui fabriquait des bateaux. Donc, on a occupé l'usine pendant 3 ans à Casablanca. Ouais. Mais c'est en même temps la déindustrialisation des entreprises de production dans le département. Vernier, Tibelletti, chantier naval de l'Avocat, pareil, dans la même période. Nous, on a été une des premières entreprises parce que le pétrole avait tellement augmenté et nos produits étaient qu'à base de pétrole, hein, c'était des bateaux en polyester. Donc, on avait en centimes 1 ou 2 milliards de bateaux stockés qu'on ne pouvait plus vendre, enfin, que l'entreprise ne pouvait plus vendre. Donc il y a eu toute cette période-là, mais en même temps, il y a eu cette déindustrialisation du département. Je parle de là, après, je ne me rappelle plus très bien, mais il y avait beaucoup de luttes. Mais là, on a perdu énormément dans les 3-4 ans d'entreprises du département. Ouais. Enfin bon, oui, vas-y. Ouais, moi j'avais une question un peu en amont. Tu n'as pas évoqué du tout la place qu'occupait le Conseil national de la résistance. Non, c'est délibéré. Oui, c'est délibéré. Est-ce qu'il y a eu une position sur le champ économique d'ailleurs? Ah oui, bien sûr. Oui. Le programme Les Jours Heureux comporte différentes nationalisations. Oui. Il y a une disposition pour Renault. Il y a l'EDF. Il y a la nationalisation d'un certain nombre de banques. Tout ne va pas se faire. Renault, ça va se faire. EDF, ça va se faire. Mais juste, je te coupe. Renault, c'est parce que le patron avait collaboré. Avec que EDF, c'était la nécessité d'avoir un organisme pour gérer à cause de l'électricité, parce que ça dysfonctionnait. C'est ça. Ouais, c'est ça. Dysfonctionnait. Ouais, voilà. Et puis aussi, je pense que c'est parce qu'à l'époque, la bourgeoisie française qui voulait développer d'autres industries avait besoin d'avoir une électricité relativement bon marché à disposition. Et n'oublions pas que l'électricité ne se stocke pas. Il faut changer. Donc, je sais parce que je suis basalpine, et on a eu des constructions de barrages de 1945 à 1950 qui ont dépassé tout. Ça finit par Serponçon. Le lac commence à en prendre, mais moi je connais ça avant qu'il y ait le lac. Mais en fait, c'était pour avoir de l'électricité bon marché. On est arrivé à vendre l'électricité moitié moins cher à des industriels limitrophes de la France, la Belgique, l'Allemagne, la Suisse. La Suisse, on a vendu l'électricité à la Suisse, il faut le croire. Hein. L'Italie, moitié moins cher que ce que le consommateur, par exemple le père de famille nombreuse, payait en France. Mais le Conseil national de la résistance, on ne le... Là, on est dans la lutte des idées, hein, on est dans le champ intellectuel, lutte des idées, etc. Il y a eu l'habitat aussi, ça a été très important. Avec le crédit foncier qui prêtait l'argent. Oui, voilà. Autre exemple du programme Les Jours Heureux, c'est encore un autre exemple. Mais il fallait reconstruire le pays aussi. Reconstruire le pays, etc. Disons que quand une société, de par sa base matérielle d'entreprise, système productif, base productive, est amenée à un certain nombre de fonctionnements, d'activités, etc., eh bien, elle a besoin d'un système justificatif. Et les gens que j'ai cités, c'est ça qu'ils font. Il y avait besoin de promouvoir plus d'interventionnisme de l'État. On ne pouvait plus laisser les entreprises faire tout à fait ce qu'elles voulaient. Il fallait que l'État
indique des pistes, des directions, des limites, etc. etc. Bon. Vous avez vu, hein, dans les années 30, on en est quand même un peu loin. C'est le planisme de Demann, mais bon, c'est quand même un peu léger. C'est seulement avec la planification que là, ça va être clair, net et sans bavure. Là, l'État prend les commandes d'un certain nombre de choses en dialogue. Hein. Attention, hein, c'est en dialogue, c'est-à-dire en dialogue avec les patrons, les branches professionnelles, etc. On ne se frite pas, hein. On ne se frite pas. Les grands patrons sont dans toutes les commissions de modernisation. Ils exercent une influence extraordinaire. Les syndicats aussi sont là, bien sûr. Donc il y a des luttes, Mais l'État, c'est lui qui, il est du côté, du côté des patrons, c'est bien clair. Avec des subtilités quand même, puisque dès que va exister la CFDT, eh bien, il y a un jeu qui va s'instaurer pour que le front syndical ne soit jamais totalement... Mais ça a commencé avec Force ouvrière en 49, la CFDT, c'est venu qu'en 64. C'est vrai. Parce que la CFDT, Financé par la CIA. Financé par les CIA. Oui, on a eu bien sûr. des chèques, on a eu le public, Ouais. on a eu- Bien sûr. Mais la CFDT, c'est une scission avec la CFTC. C'est ça. Voilà. Donc, dès que va exister la CFDT, je ne sais pas en quelle année, mais dans les Dans années les 62, 63. 62, 63, Ah oui, c'est assez précoce, eh bien, tous les gouvernements vont n'avoir de cesse d'instaurer, d'enfoncer un coin entre la CGT et la CFDT. Et ça continue de nos jours, bien entendu. Ça, c'est quelque chose de... C'est article 1 dans les relations sociales en France, c'est enfoncer un coin entre la CGT et la CFDT. Là, ce coin, là, pour le moment, il n'y est plus. Il y a une intersyndicale, mais vous remarquerez que tous les matins, les médias spéculent sur le fait que l'intersyndicale va se casser la figure. Parce que je crois qu'ils ont mal estimé Tous les matins. l'impact qu'a le temps de travail par rapport à la vie des gens. Oui, Ce qui a fait capital. Parce que quand vous voyez des jeunes qui ont 17 ans et qui manifestent contre la réforme des retraites, c'est pas pour eux-mêmes qu'ils parlent, c'est encore au lycée ou à peine. oui, Ils rentrent à l'université, même pas. oui. Mais par contre, ce cas, c'est que quand on travaille, le salarié est attaché à deux choses. Le salaire, parce qu'il faut manger. Le salaire, on sait déjà qu'on se fait toujours piéger, puisque c'est toujours avec retard qu'il est remis à niveau. Par contre, le temps, ça, les gens y tiennent de plus en plus. Oui. Le temps, ils en ont de plus en plus besoin. Oui. Parce que maintenant, c'est ce qui a changé dans la classe ouvrière et chez les travailleurs en général, c'est que le temps, ils se sont aperçus que c'était leur vie. Ben oui. Et ça a fortement changé. On peut, il y a Avec les Covid aussi. Voilà. un auteur, un philosophe qui Oui. explique la différence, qui explique ça. C'est Jacques Bidet, Oui. aux éditions sociales. Il a publié un petit opuscule Ouais, qui il y a pas s'appelle longtemps, d'ailleurs. Marx et la loi travail. Ouais. Et il explique que tout ce qui concerne le salaire, c'est typiquement une relation entre le salarié et son patron. En gros. Bon, il y a des petits trucs, hein. Il y a le SMIC, hein. Il y a le SMIC, il y a des minima, des maxima, tout ce qu'on veut. Bon, mais disons que en très gros, le salaire, c'est une affaire entre le salarié et son patron. Mais par contre, la journée de 8 heures, qui est du temps, c'est du temps. La journée de 8 heures, la retraite. Chaque fois qu'il y a du temps derrière, eh bien, ça nécessite une loi. Et là, ce n'est plus la relation entre le salarié et son patron, à C'est titre l'État. principal, Ouais. c'est plutôt Macron. Voilà. Et c'est très important parce que c'est notre vie en fait. C'est ça. Ouais. Et les gens sont devenus plus conscients parce qu'aussi le travail est éclaté entre le travail qui se fait à la maison, les ordinateurs, les travaux qui sont extrêmement
dans les contrats à durée déterminée, vous avez des filles qui travaillent en classe, elles font 3 heures le matin, 7 heures l'après-midi, un jour elles font 4 heures, le demain elles font 12 heures. bien sûr. Donc, elles ne sont plus maîtres de leur vie. Exactement. Bien sûr. Donc, pour être maître de la vie, il faut être maître de son temps. Voilà. Donc ça, c'est des lois et règlements, c'est l'État. La semaine prochaine, ce sera la reconfiguration de l'hégémonie bourgeoise dans l'entreprise après la révocation du compromis fordiste au tournant des années 1970-1980. Très bien, merci. C'est-à-dire... Peut-être que je ne viendrai pas parce que ça me fait mal au cœur. Pour ceux que ça intéresse, dans une demi-heure, il y a une